Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'une histoire oubliée, écrite par J.K. Rowling, et qui demeure encore aujourd'hui méconnue de nombreux fans de la saga, et il faut dire que cette histoire est effectivement un peu rocambolesque pour le coup. Après la sortie de Harry Potter et les Reliques de la Mort en juillet 2007, Rowling avait promis que ça en était terminé pour un long moment avec Harry Potter et le Wizarding World. C'était clair, c'était net, il fallait pour elle passer à autre chose. Même si à l'époque, peu de gens ont cru qu'en effet, ça en était bien terminé, il est vrai qu'on a dû attendre longtemps pour avoir de nouveau des nouvelles du Wizarding World. Il aura fallu attendre d'ailleurs 9 ans pour avoir enfin des nouvelles du monde magique avec la sortie de Harry Potter et l'Enfant Maudit en tant que 8e aventure officielle. Et non, pas la peine de nous dire que c'est une fanfiction, car c'est faux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de Harry Potter et l'Enfant Maudit que nous allons vous parler. Bien évidemment que non. Nous allons vous parler d'un texte écrit par J.K. Rowling que vous ne trouverez probablement jamais dans aucune librairie et qui n'a pratiquement jamais été lu par personne. Cette histoire, parue en 2008, n'a pas franchement fait la une de la presse et c'est d'ailleurs assez étonnant. Alors, on vous voit venir car en effet en 2008, J.K. Rowling a sorti un livre inspiré du monde de Harry Potter en publiant les contes de Biddle le Barde. Seulement, ce livre était déjà annoncé depuis un moment et écrit longtemps à l'avance par J.K. Rowling pour servir de base aux Reliques de la Mort, dont le conte des Trois Frères est partie intégrante de ce recueil de nouvelles. Comme Rowling avait promis que c'était terminé à partir de la publication de Harry Potter et les Reliques de la Mort, on pouvait s'attendre en effet à ne plus en entendre parler de sitôt, sauf si il y avait une très bonne raison pour pousser cette magicienne de l'écriture à reprendre sa plume magique et à fournir une nouvelle histoire. Et évidemment, avec J.K. Rowling, il ne faut jamais chercher bien loin la bonne raison, et cette fois-ci, elle sera évidemment caritative. Ce n'est pas la première fois que J.K. Rowling publie des livres ou des textes pour la bonne cause, ce fut déjà le cas en 2001 où elle publia 2 petits livres basés sur son univers, à savoir le Quidditch à travers les âges, et ensuite Vie et Habitat des animaux fantastiques par le fameux Norbert Dragono, qui servira évidemment de trame pour l'intrigue du film éponyme Les Animaux Fantastiques qui est sorti en 2016. L'intégralité des recettes de ces 2 livres a été intégralement reversée à des associations chères à J.K. Rowling. Rejoints ensuite par les contes de Biddle le Barde, 7 ans plus tard, ils sont partie intégrante de la collection intitulée Bibliothèque de Poudlard. En mai 2008, les représentants de 2 associations caritatives britanniques se sont rapprochés de J.K. Rowling pour lui demander de participer à une levée de fonds sur le principe d'une vente aux enchères. Cette pratique est assez courante de demander finalement aux stars ou à des personnalités célèbres de fournir des objets leur ayant appartenu ou encore dans le cas d'écrivains célèbres, des textes jamais parus ou écrits pour cette occasion bien particulière. En l'occurrence, ce sont 2 associations qui ont organisé cette vente aux enchères, l'une pour les personnes atteintes de troubles dyslexiques et l'autre pour subventionner les auteurs britanniques en difficulté. Le récit, fourni par J.K. Rowling, est écrit de sa main, ce qui revêt une importance immense dans la valorisation de l'objet, et donc mis aux enchères sous forme en fait d'une simple carte postale de 800 mots. C'est un banquier japonais du nom de Ira Dikpal qui va remporter l'enchère. Mis à prix à 25 000 livres sterling, soit environ 30 000 €, le prix de vente montera jusqu'à 47 150 livres sterling, soit près de 60 000 €, ce qui est déjà énorme en 2008. Le banquier reçoit donc le manuscrit des mains de J.K. Rowling elle-même et il publiera dès le lendemain le contenu de l'histoire, condition sine qua non émise par J.K. Rowling pour participer à cet événement. On pourrait penser que l'histoire de ce manuscrit s'arrêterait là, mais en avril 2017, à Birmingham, le manuscrit disparaît à l'occasion d'un cambriolage, poussant ainsi J.K. Rowling à réagir et à demander aux fans de ne surtout jamais acheter ce manuscrit volé. Aujourd'hui, cette histoire inédite, écrite de la main même de J.K. Rowling, pourrait être valorisée sur le marché à des sommes allant entre 80 000 et 150 000 € sur une vente aux enchères classique. Au marché noir, et compte tenu de la célébrité de ce manuscrit, les sommes pourraient même devenir encore plus folles. On ne sait pas à ce jour ce qu'il est advenu du précieux objet, et il est probable finalement qu'il réapparaisse un jour, mais sait-on jamais. Maintenant que vous connaissez toute l'histoire de cet objet à nul autre pareil dans une collection Harry Potter, il serait temps pour nous de vous présenter enfin cette histoire en espérant vous la faire découvrir de la manière la plus précise et la plus efficace possible. L'histoire que nous allons vous raconter nous plonge à la toute fin des années 1970 ou au tout début des années 1980 dans le contexte de la première guerre des sorciers opposant l'Ordre du Phénix et les Mange-Morts de Voldemort.
Une période bien sombre où rien ne semble pouvoir arrêter Lord Voldemort et ses sbires. Le ministère est dépassé, l'ordre du Phénix subit déjà de très nombreuses pertes, et tout commence finalement par une course-poursuite entre une moto transportant 2 jeunes adultes et une voiture de police. Alors, généralement, ça pourrait être plutôt le début d'une bonne blague, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. En pleine course-poursuite, la moto fait une embardée et tourne brutalement dans une ruelle. L'action est tellement rapide que le policier, sergent de son grade et qui s'appelle Fisher, pense tout d'abord que le passager arrière a été violemment éjecté. Il n'en est en réalité rien. Son collègue, l'agent Anderson, exulte. Après de longues minutes de course-poursuite, environ 15 minutes, la course-poursuite va prendre fin car la moto vient de tourner dans une impasse. Fisher fait alors à son tour une embardée, pénètre dans une impasse tellement étroite qu'il réussira même à abîmer une partie de la voiture. En progressant dans l'impasse, les 2 honorables policiers s'aperçoivent que les 2 jeunes gens se tiennent immobiles sur la moto, assis tranquillement à attendre. Les policiers auront toutes les peines du monde à s'extraire de leur véhicule de fonction, tant l'impasse est étroite, et d'autant plus qu'ils ont une physionomie que nous qualifierons, par égard pour eux, de généreuse. Une fois qu'ils réussirent à passer devant la voiture, après avoir brisé un rétroviseur, les 2 policiers font face au jeune homme, toujours assis tranquillement sur leur moto et qui ne semble subir absolument aucun stress, alors qu'ils sont prêts à se faire arrêter. Au contraire, les policiers ont presque le sentiment qu'ils y prennent même du plaisir. Drôle d'énergumène qui risque quand même de prendre une sacrée correction. Fisher prend le temps de détailler les 2 augustes personnages. Le conducteur avait de longs cheveux noirs et selon lui un charme insolent. Son complice avait lui des cheveux également noirs, mais il portait une coupe courte et dont les cheveux partaient dans tous les sens. Il était également affublé de lunettes et semblait vraiment bien s'amuser de la situation. Leur tenue était assez étrange, mais ils avaient tous les 2 un t-shirt décoré d'un grand oiseau doré, dont on peut penser d'ailleurs sans se tromper qu'il s'agissait d'un phénix. Parenthèse faite, Fisher commence à réprimander les 2 amis sur le thème qu'ils ne portaient pas de casque, qu'ils dépassaient très largement la limitation de vitesse, qui d'ailleurs semble à l'écoute du policier tout à fait scandaleuse, et surtout absolument impossible à atteindre pour une simple motocyclette. Comme si tout cela ne suffisait pas, évidemment, le policier va rajouter également que le refus d'obtempérer aux injonctions de s'arrêter est caractérisé après 15 minutes de course-poursuite. Voilà donc nos 2 comparses dans une bien mauvaise posture. Le garçon à lunettes commença une brève blague pour expliquer pourquoi il n'avait pas eu le temps de s'arrêter pour discuter avec les agents. Mais Fisher le coupa brusquement, lui demandant de décliner son identité. Seulement, la formulation du policier n'avait pas pris en compte la dimension particulièrement floue qui était la sienne, puisqu'il a juste demandé aux 2 fugitifs des noms. C'est ainsi que le conducteur se lance dans une énumération de noms, à savoir Wilberforce, Betasbey, Elvendorf, coupé à ce moment-là en fait par le garçon à lunettes qui note qu'Elvendorf est un nom absolument parfait puisqu'il peut convenir aussi bien à un garçon qu'à une fille. Son comparse comprit alors que la blague était terminée et demandant si les 2 policiers voulaient des noms ou plutôt leur véritable identité, les 2 policiers, devenus presque fous de rage, manquèrent de s'étrangler. Il déclina donc leur identité en pointant le garçon à lunettes qui s'avérait être un certain James Potter, et vous aurez compris évidemment que son camarade n'était autre que Sirius Black. Voilà donc la fine équipe ainsi reconstituée. Anderson tenta bien un petit trait d'humour en faisant une blague assez vaseuse sur le fait que l'avenir allait devenir assez black pour eux. Mais James et Sirius étaient pour le coup occupés à autre chose et surtout à fixer ce qu'il se passait au même moment derrière Fisher et Anderson au-dessus du toit de la voiture. Très à l'affût et plus du tout rigolard pour le coup, les 2 comparses sortirent leur baguette magique au même moment dans un élan vraisemblablement assez phénoménal. Les 2 policiers eurent à peine le temps de se demander s'il ne s'agissait pas tout d'abord d'armes à feu, qu'une bataille en réalité éclata, et cette bataille fut assez violente. James et Sirius hurlèrent un sortilège, inconnu évidemment des 2 policiers, des faisceaux lumineux passèrent au-dessus de leur tête, et en se retournant, ils eurent probablement l'une des plus grosses peurs de toute leur vie en s'apercevant que 3 personnes volaient littéralement sur des balais au-dessus d'eux. James et Sirius réussirent finalement à animer la voiture de police et à en faire un formidable projectile qui suffit à désarçonner les mange-morts qui étaient à leur poursuite. Les mange-morts se retrouvèrent donc privés de leurs balais et probablement relativement blessés. Les 2 policiers, pendant ce temps-là, se tenaient l'un et l'autre par terre dans un état de presque paralysie, tant la peur se faisait évidemment ressentir. Une fois les mange-morts occupés à manger la poussière, James et Sirius remontèrent sur la moto et démarrèrent.
Les policiers n'essayaient évidemment même pas de s'interposer et de les arrêter. Il était de toute façon trop tard, James et Sirius volaient déjà à pleine vitesse. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle écrite par J.K. Rowling qui est intéressante à plus d'un titre. Tout d'abord, il est vrai que dans la saga Harry Potter, mis à part quelques scènes dans la pancine, on n'a jamais vu, et pour cause d'interaction entre les maraudeurs et surtout entre James et Sirius qui sont pour le moins des garçons tout à fait phénoménaux. Cette nouvelle permet donc de lever un peu le voile sur cette période pourtant charnière et où l'équilibre du monde des sorciers ne semble plus tenir qu'un seul fil. On imagine sans mal les membres de l'ordre pourchassés par des hordes de mange-morts au service de leur maître. Mais on imagine aussi très bien deux têtes brûlées comme James et Sirius qui ne prennent généralement pas grand-chose au sérieux car ils sont conscients que leurs compétences magiques sont suffisantes pour les sortir de beaucoup de difficultés, comme c'est le cas par exemple dans ce petit récit. J.K. Rowling met en scène deux personnages iconiques que le destin s'apprête quelques mois plus tard à séparer à tout jamais. James et Sirius n'ont pas à ce moment-là la moindre idée de ce qu'ils se préparent et des risques qu'ils encourent, et c'est finalement peut-être cela la magie. Même pendant les périodes les plus sombres, les plus dangereuses, l'amitié est toujours présente, forte, courageuse, prête à tout pour servir le bien et pour défendre finalement la veuve et l'orphelin. C'est quand même quelque part quelque chose de très chevaleresque. J.K. Rowling, non sans humour, finit cette nouvelle par une phrase qui évidemment nous met tous l'eau à la bouche. Cette phrase est tirée du préquel que je ne suis pas en train d'écrire, mais je me suis bien amusé. C'est presque du sadisme à ce niveau-là, tant l'attente était déjà forte à l'époque pour découvrir encore plus d'histoires dans le Wizarding World. Rétrospectivement, et avec le recul que nous avons désormais après tant d'années, on peut affirmer qu'en effet c'est bel et bien du sadisme. La question de l'histoire des maraudeurs, mais aussi de la première guerre des sorciers, fait partie des attentes les plus prononcées chez les fans depuis que J.K. Rowling a accepté de replonger dans son Wizarding World avec Harry Potter et l'Enfant Maudit, mais aussi avec la nouvelle saga cinématographique des Animaux Fantastiques. On rêverait de pouvoir découvrir un jour de nouveaux écrits de J.K. Rowling, et même, soyons fous, de nouveaux romans autour de cette période et de ce quatuor d'amis dont les liens vont venir bouleverser le monde magique à jamais. La probabilité de chance pour que J.K. Rowling réécrive des romans basés sur le Wizarding World est encore aujourd'hui relativement faible, mais sait-on jamais. On peut aussi imaginer, et on en parlait déjà auparavant dans une précédente vidéo, qu'elle pourrait également écrire un scénario pour une future série télévisée basée sur cette période après les Animaux Fantastiques. Pour le moment, si la piste d'une série est bel et bien étudiée et encore à un stade vraiment à peine embryonnaire selon les propos de la Warner Bros, on ne sait néanmoins pas du tout sur quel sujet ou sur quelle période cette dernière pourrait se dérouler. Et là-dessus, il faudra faire preuve de patience et même de beaucoup de patience. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en à peine 800 mots, J.K. Rowling nous transporte une fois de plus dans un univers infiniment passionnant, un univers dans lequel on rêve de pouvoir se plonger à nouveau un jour, avec des personnages charismatiques, attachants et qui n'ont rien, ou presque, de fantaisiste. J.K. Rowling succombera-t-elle à son imagination qui semble sans limite ? Concrétisera-t-elle un jour en roman ou sur un autre support toutes les histoires qu'elle a pu créer dans sa tête ? Rien n'est moins sûr, cependant ce qui est certain c'est que l'envie se fait ressentir dans le monde entier. On espère vraiment que vous aurez pris beaucoup de plaisir à découvrir cette nouvelle et à cette histoire finalement pour le moins vraiment extraordinaire. Inutile de chercher par exemple sur Pottermore dans les kilomètres de pages que J.K. Rowling a fourni cette nouvelle car elle n'y figure pas et c'est d'ailleurs bien dommage. C'est pour cela que c'est un peu le manuscrit oublié qui, bien que célèbre, n'accédera peut-être pas à la postérité avant un bon moment. Elle n'a évidemment jamais été publiée dans aucun livre du Wizarding World, mais a bien été retranscrite dans un document caritatif tiré en peu d'exemplaires et aujourd'hui absolument introuvable où Rowling s'était associée avec une dizaine d'autres grands auteurs britanniques à l'occasion de cette vente de charité. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert avec intérêt ce manuscrit. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire qui vraiment, nous, pour le coup, nous a plu quand on l'a découvert il y a déjà quelques années et ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous la partager parce que c'est vrai que ce n'est pas une histoire dont on entend souvent parler. On se retrouve samedi donc pour une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci on parlera certainement de choses en rapport avec les collections. On va voir un petit peu ce qu'on fera pour ce week-end. Encore merci à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes très nombreux en ce moment à nous rejoindre et vraiment ça nous fait très chaud au cœur. Pour ceux qui découvrent notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et donc on se retrouve dès ce week-end pour encore plus de magie. À très bientôt.